Imaginez la scène. Il est 6 heures du matin. Le soleil se lève à peine sur une forêt épaisse. 3 véhicules noirs l'avancent en convoi, en route pour une mission ultra sensible. C'est l'aboutissement de mois et de mois de traque. On est à Bradford, dans le New Hampshire. Franchement, c'est un simple point sur la carte. Une station-service, quelques fermes, le genre d'endroit où il ne se passe jamais rien. Sauf aujourd'hui. Le convoi du FBA, lui, se dirige vers une maison complètement isolée du reste du monde. L'opération se veut discrète, pas de sirène, pas d'hélicoptère. La cible, c'est une experte en cavale. Au 2e étage, elle entend du bruit. Elle tente de s'échapper par l'arrière, mais un agent l'intercepte. Pour Ghislaine Maxwell, la fuite est terminée. Cette femme, c'est donc Ghislaine Maxwell. Le FBI vient de mettre la main dessus, et cette fois, elle ne pourra pas échapper à son procès dans ce qui est l'un des plus grands scandales sexuels de l'histoire. Alors déroulons ensemble le fil de cette toile macabre pour comprendre comment cet empire a été bâti et comment tout s'est effondré. Tout commence par une rencontre. La rencontre de 2 personnes, 2 mondes que, sur le papier, tout oppose, mais qui vont s'unir pour créer un système de prédation absolument inimaginable. D'un côté, on a Jeffrey Epstein. Il vient d'un milieu modeste de Brooklyn. C'est un homme qui a menti et triché toute sa vie pour gravir les échelons. De l'autre, Ghislaine Maxwell, héritière d'un empire de presse, éduquée dans les meilleures écoles du monde. Le contraste est saisissant. En fait, c'est simple. Il avait l'argent et elle avait les connexions. L'ascension d'Epstein, elle est fulgurante, mais elle est surtout totalement frauduleuse. Il a bâti sa carrière sur des mensonges, en passant d'un faux diplôme à la gestion d'une fortune colossale. Son talent, c'était de savoir séduire les hommes les plus riches et les plus puissants. Pour Ghislaine Maxwell, c'est tout l'inverse. C'est la chute libre. La mort très suspecte de son père la laisse sur la paille, complètement déshéritée. Quand elle débarque à New York, elle a perdu son statut et elle cherche désespérément un nouvel homme fort, un protecteur pour restaurer son train de vie. Et c'est là qu'elle rencontre Jeffrey Epstein. Elle retrouve en lui cette figure paternelle, un homme tout-puissant et qui on ne peut rien refuser. Pour Epstein, Ghislaine, c'est la clé en or, celle qui va lui ouvrir les portes de l'élite mondiale. Leur partenariat toxique est scellé. Leur partenariat va donner naissance à une véritable machine, une machine bien huilée de recrutement et d'abus. Et tout va commencer à s'effriter en 2005 à cause d'un simple coup de fil à la police de Palm Beach. Le système qu'ils mettent en place est d'une efficacité qui fait froid dans le dos. Ghislaine Maxwell ciblait des adolescentes vulnérables. Son apparence élégante et rassurante endormait complètement leur méfiance. Elles étaient ensuite formatées, entraînées et finalement livrées à Epstein et à son réseau. Cette géographie sociale, elle est cruciale pour comprendre. D'un côté du pont, le luxe de Palm Beach. De l'autre, la pauvreté de West Palm Beach. Ce pont, c'était le terrain de chasse de Maxwell. C'est là qu'elle trouvait des jeunes filles qui n'auraient jamais les moyens de se défendre. Mais le point essentiel ici, celui qui ressort de tous les témoignages des survivantes, c'est que le rôle de Ghislaine Maxwell ne se limitait pas au recrutement. Non, elle est décrite comme une participante active et même enthousiaste aux abus, orchestrant les scènes aux côtés d'Epstein. Avec un système aussi exposé, la question qu'on se pose tous, c'est comment ont-ils pu agir en toute impunité pendant si longtemps ? Eh bien la réponse, elle se trouve dans une justice qui a complètement failli à sa mission. 32. En 2006, Jeffrey Epstein est inculpé de 32 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur mineurs. Il risque la prison à vie. À ce moment-là, on se dit que l'affaire est terminée pour lui. Mais voilà, l'argent peut tout acheter. Un accord secret, négocié dans le luxe d'un grand hôtel, va lui offrir une clémence hallucinante. Il ne fait que 13 mois dans des conditions de détention plus que confortables. Et le pire dans tout ça, c'est que l'accord garantit une immunité totale à Ghislaine Maxwell et à tous les autres complices. Une fois libéré, Epstein ne change rien à ses habitudes. Il déplace simplement le centre de ses opérations vers sa forteresse privée, son île des Caraïbes, un endroit où le cauchemar peut continuer à l'abri de tous les regards. Son île, Little St. James, devient son royaume. Des invités très prestigieux y sont amenés à bord de son jet privé, sinistrement surnommé le Lolita Express. Là-bas, les victimes sont exploitées, mais aussi utilisées comme une sorte de monnaie d'échange pour consolider son pouvoir sur l'élite mondiale. Mais même la plus grande impunité ne dure pas éternellement. Grâce au travail acharné d'une journaliste et à un vrai changement de société, les murs de l'Empire commencent enfin à se fissurer. C'est le journalisme d'investigation de Julie Brown qui remet le feu aux poudres. Ces articles révèlent au grand jour l'accord scandaleux de 2008. Et cette fois, dans le contexte du mouvement #MeToo, l'opinion publique ne peut plus l'ignorer. La justice est obligée de rouvrir le dossier. Le 6 juillet 2019, l'étau se resserre. Epstein est de nouveau arrêté. Mais cette fois-ci, le procureur est inflexible. Pas de caution,
pas de nouvel accord secret, la perspective d'un vrai procès et donc de la vérité est enfin réelle. Pour les victimes, c'est un espoir immense que la justice soit enfin rendue, mais cet espoir va être de très très courte durée. 1 mois plus tard, Epstein est retrouvé mort, et les circonstances de sa mort soulèvent d'énormes questions. Les anomalies sont juste trop nombreuses pour être une coïncidence. Pas de codétenu, pas de gardien, pas de caméra qui fonctionne. L'autopsie elle-même suggère un possible étranglement. Sa mort arrange beaucoup trop de monde, et la thèse du complot s'installe durablement. La mort d'Epstein empêche le procès, c'est un fait. Mais elle ouvre la porte à des théories encore plus sombres. Et si ce réseau n'était pas seulement sexuel, mais aussi une gigantesque opération de chantage et d'espionnage à l'échelle internationale? Quand le FBI perquisitionne sa résidence de Manhattan, il tombe sur un truc digne d'un film d'espionnage. Des caméras cachées absolument partout, même dans les salles de bain et les chambres, pour tout enregistrer. Epstein filmait ses invités les plus puissants à leur insu. Cette technique, elle a un nom. C'est le compromat. Le principe est simple. On collecte des informations compromettantes pour faire chanter des personnes influentes. Les vidéos d'Epstein, c'était l'outil de chantage parfait. Et cette théorie prend une toute autre dimension quand on examine le passé de la famille Maxwell. Le père de Ghislaine était un agent prouvé du Mossad. Epstein lui-même a été impliqué dans des opérations secrètes. L'idée que ce réseau servait aussi à l'espionnage devient, tout à coup, très plausible. Même sans avoir la preuve de ces vidéos, la chute de l'Empire a provoqué de véritables ondes de choc. Et l'une des victimes les plus spectaculaires, c'est sans aucun doute le prince Andrew, deuxième fils de la reine d'Angleterre. Son association avec Epstein et Maxwell va tout lui coûter. Après une interview télévisée désastreuse où ses dénégations ne convainquaient absolument personne, il est forcé de signer un très gros chèque à une victime et se fait bannir de la vie publique par la famille royale. C'est une chute spectaculaire. Epstein est mort. Le prince Andrew est en disgrâce. Mais il reste une dernière pièce maîtresse du puzzle. Ghislaine Maxwell. Son procès, c'était la dernière chance de connaître toute la vérité. Mais lors de son procès, elle a fait le choix du silence. Elle a plaidé non coupable et surtout, elle n'a révélé aucun nom, aucun complice. Elle a préféré protéger le réseau jusqu'au bout. Le 29 décembre 2021, le verdict tombe. Elle est reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'accusation qui pesaient contre elle. Elle risque de passer le reste de ses jours en prison. Elle emporte donc tous ses secrets avec elle. Les vidéos compromettantes, si elles existent encore, dorment quelque part dans un coffre. Les noms des autres complices ne seront peut-être jamais connus. Et c'est la question qui hante toute cette affaire. La chute d'Epstein et de Maxwell n'est que la partie visible de l'iceberg. L'histoire de leur empire des ombres révèle un système où l'argent et le pouvoir permettent d'acheter la justice. Combien de personnes sont encore protégées par ce système? C'est le secret le plus sombre qu'ils laissent derrière eux. On plonge directement au cœur de l'affaire Epstein. Ce qu'on a vu sortir récemment, ce n'est pas une simple fuite d'informations. Non, c'est la plus grande divulgation officielle jamais vue sur ce dossier. Et c'est un vrai labyrinthe, qui pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et voilà, la question centrale, elle est là. 3 millions de pages. On pourrait se dire, super, avec tout ça, on va enfin tout savoir. Mais en fait, c'est tout le contraire. On a l'impression que cette avalanche de documents est faite exprès pour nous saturer, pour noyer le poisson. C'est le paradoxe total. La transparence devient un moyen de cacher la vérité. Alors, commençons par ça, par cette première couche. Comment la vérité est-elle gérée? Parce qu'avant même de parler des crimes, il faut comprendre comment l'histoire qu'on nous raconte est en fait contrôlée, filtrée et finalement servie au public. Donc, début 2024, le département de la justice américain lâche une bombe. Ou plutôt, une montagne de papier. 3 millions de pages. Essayez juste d'imaginer. C'est le résultat de plus de 25 ans d'enquête. Et en théorie, ça devait tout mettre au clair. Mais voilà le premier hic. Ce chiffre énorme, 3 millions, en réalité, ce n'est que la moitié de l'histoire. Pour chaque page qu'on nous donne, il y en a une autre qui reste bien au chaud, lourdement censurée. Sur les 6 millions de pages qui existent, presque la moitié est toujours cachée. Ça alimente un doute fondamental. On nous donne des morceaux de vérité, mais jamais le puzzle en entier. Et il faut bien comprendre un truc. Cette publication, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un élan soudain de courage politique. Pas du tout. Ils y ont été forcés. Forcés par la justice, par la pression immense des victimes et du public. Et même en y étant obligés, il y a eu des retards, des polémiques, tout ce qu'il faut pour que la méfiance continue de grandir. On se retrouve donc avec un conflit flagrant. D'un côté, la justice qui dit il faut tout sortir, et de l'autre, le pouvoir qui freine des 4 fers, qui noircit des pages entières, qui garde les infos les plus sensibles. Pour lui, c'est un jeu qui ne fait qu'alimenter la défiance envers les institutions. Et c'est là qu'on arrive à la stratégie de la saturation.
C'est malin, non? Comme le dit cet analyste, le volume lui-même devient une arme. On nous balance tellement d'informations qu'on ne sait plus où donner de la tête. Qui, sérieusement, va lire et analyser 3 millions de pages? L'objectif semble clair, cacher l'aiguille dans une botte de foin gigantesque. Bon, pour essayer de déchiffrer ces dossiers, il faut qu'on s'intéresse à l'homme au centre de la toile. Et attention, pas juste comme un prédateur isolé. Non, il faut le voir comme l'architecte, le chef d'orchestre d'une véritable entreprise criminelle. Une machine parfaitement huilée. Jeffrey Epstein, ce n'était pas un simple financier. Le gars part d'un milieu assez modeste, et il finit par gérer les fortunes de l'élite mondiale. Une clientèle très restreinte, très secrète et surtout très puissante. Et quand on gère l'argent des puissants, on gère aussi leurs secrets. Son influence était discrète mais absolument immense. Ce que les dossiers décrivent avec une précision qui fait froid dans le dos, c'est la logistique de son trafic. On ne parle pas de dérapage, on parle d'un système, un recrutement ciblé sur des jeunes filles vulnérables, des lieux spécialement dédiés aux abus, que ce soit à Manhattan, Palm Beach ou bien sûr son île privée. Et pour transporter tout ce monde, il y avait même un jet, au surnom désormais tristement célèbre, le Lolita Express. Et le système ne s'arrêtait pas à l'agression. C'est ça le pire. Les victimes étaient intégrées, transformées en rouages de la machine. Après avoir été abusées, elles étaient manipulées pour devenir elles-mêmes des recruteuses. Elles étaient piégées dans un cycle de contrôle psychologique hyper sophistiqué, un mélange d'argent, de peur, de fausses promesses. C'était bien plus qu'un prédateur, c'était une chaîne de l'horreur. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que ça a pu fonctionner pendant des décennies ? Comment ? Eh bien, la réponse, elle est à la fois simple et terrifiante. Le système l'a protégé. Il bénéficiait d'un véritable bouclier d'impunité fabriqué par le système lui-même. Le moment clé, c'est cet accord avec la justice en 2008. C'est juste hallucinant. Non seulement il s'en sort avec une peine ridicule, mais le plus fou, c'est une petite phrase dans l'accord. On y accorde l'immunité à des co-conspirateurs potentiels, non nommés. C'est un aveu incroyable. Ça veut dire que le système savait qu'il n'était pas seul et il a délibérément choisi de protéger les autres. Ce graphique résume parfaitement l'échec total de la justice. On a des dizaines de victimes, des accusations gravissimes et au final, 13 mois de prison avec permission de sortie quasi quotidienne. C'est tout. Et quand il est enfin de nouveau arrêté en 2019, son procès n'aura jamais lieu. Sa mort en prison a tout stoppé net. Alors évidemment, quand des noms de personnalités très connues commencent à sortir, le département de la justice s'empresse de marteler ce message. C'est un rappel juridique essentiel, bien sûr, mais ça sonne aussi un peu comme une protection préventive pour l'élite qui est mentionnée dans les dossiers. Et voilà le pare-feu juridique qui explique pourquoi si peu de gens sont inquiétés. La loi fait une distinction très claire entre être simplement présent, connaître quelqu'un, et être criminellement impliqué. Avoir pris son avion ou avoir son numéro dans son répertoire, ce n'est pas une preuve de crime. Juridiquement, ça se tient, mais moralement et politiquement, c'est une autre histoire. Et puis, il y a sa mort en 2019. Officiellement, c'est un suicide. Mais c'est entouré de tellement de défaillances, de bizarreries, des caméras en panne, des gardiens qui s'endorment, que le doute est permis. Ça laisse une question fondamentale. Était-il le grand méchant loup, ou juste la partie visible d'un iceberg bien plus vaste et bien plus effrayant ? Allez, on s'enfonce encore plus loin, dans la partie la plus sombre et la plus troublante de l'affaire. Là, on quitte le crime organisé pour basculer dans quelque chose de bien plus sinistre. On va parler chantage, espionnage et même rituel. Ce qui a été saisi chez lui donne le vertige. Plus de 2000 vidéos, 180 000 photos. L'objectif, selon de nombreux témoignages, n'était pas seulement pervers, il était stratégique. Il s'agissait de créer du matériel de chantage pour contrôler des gens influents. Epstein n'était plus un simple agresseur, il était devenu un nœud de pouvoir, une araignée au centre d'une toile. Et ça mène à une hypothèse qui plane sur toute l'affaire, même si elle n'a jamais été prouvée en justice. Est-ce que cette opération de chantage à grande échelle servait des intérêts supérieurs? Ceux d'une agence de renseignement, d'un État? C'est une ombre qui revient constamment dans les analyses du dossier. Et là, on bascule dans le vraiment étrange. Ce témoignage d'une victime, qui parle d'un recrutement via ce qui ressemblait à un groupe spirituel, n'est pas un cas isolé. Plusieurs récits évoquent des atmosphères bizarres, des pratiques de contrôle mental qui vont bien au-delà du simple chantage classique. Et les dossiers contiennent plein de petits fils qui, tirés ensemble, dessinent une toile symbolique assez troublante. Le fameux temple sur l'île, des emails qui parlent de reliques religieuses, un compte en banque au nom de Baal, une ancienne divinité. Des analystes qui comparent l'architecture de ces bâtiments à d'anciens temples dédiés à Moloch.
Tout ça pointe vers un aspect rituel, voire maléfique au cœur du réseau. Quand on met toutes ces couches ensemble, de la censure des dossiers jusqu'à cette dimension quasi occulte, on arrive à une seule conclusion. Et c'est une conclusion profondément dérangeante sur la nature même du pouvoir et de la justice. Cette affaire a créé une fracture immense. D'un côté, on a une enquête citoyenne massive sur Internet, des gens obsédés, passionnés, indignés. De l'autre, les médias traditionnels, contraints à une prudence extrême, qui ne peuvent parler que de ce qui est prouvé juridiquement. Entre les deux, il y a un fossé énorme entre ce qui est su et ce qui est dit publiquement. Et au final, malgré les millions de pages, les questions les plus importantes sont toujours sans réponse officielle. Qui a vraiment bénéficié de sa mort? Que montrent les vidéos qu'on ne nous a pas montrées? Le réseau s'arrêtait où? Géographiquement? Ces zones d'ombre garantissent une chose, ce scandale ne se refermera jamais vraiment. Et c'est la conclusion finale, la plus glaçante. Epstein, ce n'était pas une anomalie, pas un monstre qui a réussi à infiltrer un système sain, non. Il était le produit logique d'un système bâti sur le silence, le compromis et la protection des puissants. Un système qui, au final, ne peut que produire l'impunité. Les dossiers décrivent des crimes de chair et de sang, des abus physiques et psychologiques abominables. C'est un fait. Mais la question la plus effrayante que cette histoire nous laisse, elle dépasse le cadre judiciaire. Avec ce cocktail de pouvoir, d'argent, d'abus et de rituels étranges, qu'est-ce que ce réseau a bien pu créer, invoquer ou alimenter? Et ça, c'est peut-être ce qui devrait nous faire le plus peur. L'affaire Epstein, c'est une histoire qui n'en finit pas de nous surprendre. Et aujourd'hui, on va décortiquer les tout derniers rebondissements. Parce que oui, l'histoire se complique encore, avec d'un côté un témoignage politique ultra sensible, et de l'autre, une théorie du complot qui a la vie dure. Et c'est ça qui est fou, on a vraiment deux histoires qui se déroulent en même temps et qui se télescopent. D'un côté, un couple politique très connu, qui est forcé de s'expliquer, et de l'autre, pile au même moment, la version officielle de la mort d'Epstein qui est de plus en plus contestée. C'est un véritable choc des récits. Alors pour essayer de démêler tout ça, voilà notre programme. On va regarder ça en 5 points. D'abord, le face-à-face entre les Clinton et le Congrès. Ensuite, pourquoi ce témoignage est si important, vraiment historique. Puis, on plongera dans la version officielle de sa mort, les zones d'ombre qui l'entourent, et pour finir, cette fameuse théorie d'une fausse mort. Allez, on commence. Premier point, le bras de fer politique qui a failli très mal tourner pour les Clinton. Il faut bien comprendre que cette décision de témoigner, elle ne s'est pas faite en un claquement de doigts. Non, loin de là. C'est vraiment l'aboutissement d'un long, très long bras de fer de plusieurs mois entre les Clinton et la puissante commission de surveillance du Congrès. Et bien sûr, comme souvent dans ces cas-là, les accusations volent dans tous les sens. La commission dit « personne n'est au-dessus des lois, ils jouent la montre ». De leur côté, les Clinton répondent « c'est une manœuvre politique pour nous humilier ». Bref, on a deux versions qui s'opposent. Quête de vérité contre chasse aux sorcières politiques. Et donc après des mois de tension, on arrive à quelque chose d'assez rare, même aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois qu'un ancien président américain a témoigné devant le Congrès, c'était en 1983. Ça fait plus de 40 ans. Donc oui, la venue de Bill Clinton, c'est un vrai moment d'histoire politique qui se prépare. Et même en acceptant de venir, il ne lâche rien. Un des conseillers de Clinton a envoyé ce message assez piquant à la commission, en gros, eux au moins, ils ont négocié de bonne foi. C'est une façon de dire qu'ils continuent de penser que tout ça, c'est purement politique. Alors, quels sont ces liens? C'est ça la question. Les deux Clinton ont toujours affirmé ne rien savoir des crimes d'Epstein. Hillary Clinton dit même ne l'avoir jamais rencontré. Mais pour Bill Clinton, c'est un peu plus complexe. On sait qu'il a voyagé plusieurs fois dans l'avion privé d'Epstein, pour des missions de sa fondation, et il y a aussi des photos de lui dans les propriétés d'Epstein. C'est sur ces points précis qu'il sera attendu. Ok, donc ça, c'est le volet politique. Mais comme je disais, pendant que tout ça se jouait, un autre pan de l'affaire a refait surface. La version officielle, très détaillée, de la mort d'Epstein. Et cette version officielle, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur un rapport du FBI de 23 pages qui vient d'être rendu public sans aucune censure, avec en plus des photos de l'autopsie et des documents internes de la prison. Dans ce rapport, on trouve des éléments très concrets, des preuves médico-légales. On parle de photos des blessures au cou, de scanners qui montrent 2 fractures bien précises au niveau du cartilage thyroïde. Il y a même une chronologie minute par minute de sa détention et la confirmation qu'il y avait déjà eu une tentative de suicide quelques semaines avant. Mais, et c'est là que tout devient vraiment troublant, c'est que quelques jours à peine avant sa mort, Epstein lui-même aurait dit à un psychologue qu'il était trop investi dans son affaire pour se suicider. Il n'avait, disait-il, aucune intention de mettre fin à ses jours.
On a donc d'un côté des preuves matérielles d'un suicide, et de l'autre, les propres mots du principal intéressé qui disent tout le contraire. C'est une contradiction énorme. Et cette contradiction, elle est encore renforcée par ce que révèlent les documents officiels eux-mêmes. Parce qu'en les lisant, on découvre une cascade de ratés la nuit de sa mort. Regardez ça. Le protocole de la prison était clair. Epstein ne devait jamais être seul dans sa cellule. La réalité, son codétenu a été transféré juste la veille. Le protocole disait « des gardiens doivent vérifier toutes les 30 minutes ». La réalité, ils ont manqué les rondes cruciales de 3h et 5h du matin. Le protocole exigeait une surveillance vidéo. La réalité, les caméras de son unité étaient en panne. C'est une accumulation de pas de chance qui pose sérieusement question. Et puis, il y a ce petit détail qui peut sembler anodin, mais qui a beaucoup fait parler. Sur certains documents officiels, son nom est mal orthographié. Dieffray au lieu de Jeffrey. Une simple faute de frappe ? Peut-être, mais dans un dossier aussi sensible, ça ajoute une couche d'étrangeté. Et forcément, avec toutes ces incohérences, ces ratés, ces détails bizarres, une autre histoire a commencé à circuler. Une théorie alternative selon laquelle Epstein ne serait pas mort du tout. Il se serait échappé. Le point de départ de cette théorie est assez surprenant. Il vient du monde du jeu vidéo. Un compte Fortnite, appelé Little Jeff, qui serait lié à une adresse mail d'Epstein. Eh bien, ce compte a montré des signes d'activité après la date officielle de sa mort. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Cette piste numérique a été tracée. La localisation du compte Fortnite pointait vers Israël. Et, comme par hasard, une photo non authentifiée a commencé à circuler, montrant un homme qui ressemble à Epstein, justement en Israël. La spéculation s'est emballée. Et le coup de grâce, si on peut dire, c'est que lorsque cette théorie a commencé à prendre de l'ampleur sur Internet, le compte Fortnite est soudainement devenu privé. Disparu. Les archives web ont été nettoyées. Pour ceux qui croient à cette théorie, c'est la preuve ultime d'une dissimulation organisée. Alors, au bout du compte, où en est-on ? On a une confrontation politique majeure qui se prépare, on a une conclusion officielle, celle du suicide, mais qui est fragilisée par ses propres incohérences, et on a une théorie alternative, persistante, qui se nourrit de ses doutes. Tout ça nous laisse face à une question fondamentale, surtout à notre époque où les informations se contredisent en permanence. Comment fait-on pour savoir ce qui est vrai ?